Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Ravi de vous retrouver pour ce 7e numéro d'actualité sur les DM de cette deuxième saison. C'est parti pour l'actu. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La première info concerne la première prise en charge transitoire pour un dispositif médical avec le Neovasc Reducer. Déjà, qu'est-ce que c'est que la prise en charge transitoire ? Eh bien, c'est un dispositif, sans mauvais jeu de mots, qui a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 et qui permet d'accélérer l'accès à des dispositifs médicaux potentiellement innovants ayant déjà leur marquage CE. En d'autres termes, cela permet de donner accès à des DM qui pourraient bénéficier aux patients de façon anticipée avant d'être finalement pris en charge par les voies habituelles. On dit aussi être pris en charge dans la prise en charge de droit commun. Ça s'adresse à tous les DM ? Non. C'est pour ceux qui permettent de traiter une maladie grave ou de compenser un handicap, et quand il n'y a pas d'autres alternatives satisfaisantes, que le besoin est non ou mal couvert en somme. Le premier dispositif médical à bénéficier de cet accès anticipé est donc le Neovasc Reducer. Ce DM permet le traitement de l'angor stable réfractaire pour lequel il n'y a plus d'option thérapeutique possible. Alors l'angor, c'est une maladie qui est causée par une obstruction temporaire et réversible des artères coronaires. Vous savez, ce sont les artères qui irriguent le cœur. Eh bien, c'est très douloureux, l'angor, et la douleur thoracique ressentie par le patient apparaît généralement pendant un effort ou un stress. L'angor réfractaire correspond à la persistance des symptômes, et ce de manière prolongée, plus de 3 mois, causés par cette ischémie réversible avérée, en présence déjà d'une maladie coronarienne obstructive et qui n'est pas contrôlée, c'est ça qui est important par rapport à réfractaire, qui n'est pas contrôlée par des médicaments ou par un pontage coronaire ou une angioplastie. Pour ces patients, on n'avait rien à leur proposer et maintenant on peut leur proposer ce DM qui ressemble à un stent. Mais on ne va pas le placer dans les artères coronaires justement, mais dans une veine du cœur qu'on appelle le sinus coronaire. Alors le Neovasc Reducer est une endoprothèse qu'on va implanter au niveau de ce sinus coronaire donc, et il a une forme très particulière pour un stent. En fait, on dirait plutôt un sablier, et cette forme de sablier va lui permettre de rétrécir le sinus coronaire. Ce rétrécissement va entraîner une augmentation de la pression dans le système veineux coronarien et va modifier la distribution du flux sanguin autour du cœur, ce qui va conduire à un soulagement des symptômes et donc une amélioration de la douleur ressentie par le patient, c'est-à-dire qu'il ne va plus avoir mal. D'après le laboratoire qui commercialise ce dispositif, l'effet débute quand les tissus du patient ont totalement recouvert le maillage du stent et que le rétrécissement du sinus coronaire est en place, soit environ 4 à 6 semaines. L'arrêté ministériel qui a été publié précise que le Neovasc Reducer peut immédiatement être pris en charge pour les patients en ayant besoin. Attention, il faut noter que la Haute Autorité de Santé a bien souligné qu'il faudra des données complémentaires pour que ce dispositif puisse être définitivement pris en charge de façon pérenne. Il faudra donc que le laboratoire puisse produire ces données lors de la soumission de son futur dossier d'ici 12 mois. La seconde info concerne une enquête qui a retenu toute mon attention et qui a été menée par l'UCLA Biodesign et Boston Consulting Group. Cette enquête a interrogé plus d'une centaine de dirigeants d'entreprises du DM sur la manière dont ils percevaient le marché mondial du secteur. Ces entreprises ont été ciblées car elles avaient réussi à commercialiser leurs dispositifs sur les marchés américains, européens, voire asiatiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'enquête ne concernait pas que des entreprises américaines et que donc c'était des entreprises du monde entier et elle consistait en des entretiens directs avec donc 105 dirigeants. Le résultat le plus intéressant de l'enquête est que l'attractivité du marché américain a changé en comparaison de celle du marché européen. En effet, les enquêtés considèrent à présent à 89% qu'il faut prioriser le marché américain plutôt que le marché européen. Ils sont près de 53% à avoir changé d'avis sur l'attractivité du marché européen. Alors pourquoi un tel désamour ? Eh bien, le nouveau règlement européen sur les DM effraie et est considéré par les enquêtés comme complexe et imprévisible. Les dirigeants vont même jusqu'à dire que le MDR ralentit l'innovation en Europe. De plus, 79%
de ces interrogés trouvent que la FDA, la Food and Drug Administration américaine, a fait de grands efforts pour améliorer son système de mise sur le marché, en particulier en ce qui concerne les technologies numériques, puisque 64% pensent que la FDA gère dorénavant mieux ce type de dossier, contre 34% en faveur des instances européennes. Enfin, ils saluent pour 75% d'entre eux le nouveau système de mise sur le marché accéléré créé aux États-Unis, la Breakthrough Device Designation, qui selon eux permettra d'accélérer l'accès à l'innovation pour les patients. Autre info intéressante sur l'accès au remboursement, que ce soit aux USA ou en Europe, les entreprises trouvent que c'est plus compliqué et imprévisible pour les solutions numériques que pour les DM traditionnels. En conclusion, les auteurs soulignent que la FDA a apparemment fait de gros progrès et qu'elle a réussi à rendre le marché américain beaucoup plus attrayant qu'il n'était par le passé pour qui commercialise des DM, et qu'au même moment, l'Europe, en ajoutant de nouvelles contraintes liées au règlement européen, s'est un peu tiré une balle dans le pied de ce point de vue. Ce rapport est intéressant car il cherche à traduire les conséquences de l'évolution de la réglementation de part et d'autre de l'Atlantique et nous interroge, ici en Europe, sur les choix qui ont été faits et ses effets sur l'innovation. Alors quelques bémols toutefois sur cette étude, c'est une étude américaine, ce qui n'est quand même pas neutre. Elle a été effectuée sur un panel qui n'est pas nécessairement représentatif, c'est concentré sur l'accès au marché initial et pas tant non plus sur ce qui se passe une fois le DM commercialisé. Mais malgré cela, elle contribue selon moi au débat actuel sur l'impact réel du nouveau règlement européen et fait écho à la question de la production relocalisée des DM en France et en Europe. En d'autres termes, l'intention de produire français et européen, ok, mais est-ce que la réglementation suit ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La troisième info porte sur les interférences possibles entre les DM de rythmologie cardiaque, comme les stimulateurs cardiaques, les pacemakers, ou les défibrillateurs automatiques implantables, et des appareils électroniques. Une étude publiée dans Circulation, Arrhythmia and Electrophysiology a fait le point sur ce sujet en se penchant sur des produits commercialisés par Apple et Microsoft et qui contiennent des aimants très puissants. Alors l'aimant, c'est vraiment l'ennemi juré des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs automatiques implantables car il inhibe totalement ces appareils. Cette désactivation persiste tant que l'aimant est en contact avec le DM. Donc c'est pour ça qu'il est fortement conseillé aux porteurs de dispositifs médicaux de rythmologie de faire attention lorsqu'ils manipulent ou utilisent des objets qui contiennent des aimants. En janvier, une étude avait montré que le chargeur de l'iPhone 12 pouvait interférer avec ces DMs implantables et cette étude conseillait aux patients de ne pas glisser par exemple le chargeur de leur iPhone 12 dans une poche de leur chemise ou de veste à proximité du dispositif. La liste s'allonge à présent avec cette nouvelle étude et elle a essayé donc d'évaluer l'impact des stylets d'Apple et Microsoft, comme le Microsoft Surface Pen et le Apple Pencil Second Generation, ainsi que la boîte de chargement des AirPods Pro. Et bien, idem, si vous portez un pacemaker ou un défibrillateur, évitez de les placer à proximité de ces dispositifs, car ça risque de les désactiver. Maintenant, c'est prouvé. Les chercheurs vont s'attaquer à d'autres appareils pour tester leur risque de nuisance, comme par exemple les e-cigarettes ou d'autres stylets pour d'autres dispositifs. Bref, toutes les technologies ne sont pas compatibles. En résumé, la première prise en charge transitoire pour un dispositif médical est lancée et concerne le traitement de l'angor. Les entreprises UDM pensent dorénavant privilégier le marché américain plutôt que le marché européen, et c'est ce qu'on déplore. Attention pour les appareils contenant des aimants, car on ne peut pas dire que nos pacemakers et nos défibrillateurs adorent. Si vous souhaitez creuser ces sujets, je vous invite à consulter les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et quelques étoiles sur les hébergeurs de podcasts. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci encore et toujours pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!